Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou était de passage à la Maison-Blanche pour une rencontre avec le président américain Donald Trump. Luc La Liberté est spécialiste en politique américaine. Bonjour Luc. Oui, bonjour Alexandre. Et là, il y a une idée qui a été soulevée, c'est-à-dire, pourquoi ne pas donner le prix Nobel de la paix à Donald Trump? Voilà, donc ce serait une lettre que M. Netanyahou entend faire parvenir pour suggérer la candidature, soumettre la candidature de Donald Trump, et il lui aurait remis une copie de cette lettre. Donc, pourquoi? Parce qu'il est au cœur des négociations, le président américain, avec le Hamas, mais aussi avec l'Iran. Donc, M. Netanyahou, qui a bien compris que Donald Trump aime bien être flatté à l'occasion, qu'il aime bien qu'on encense son travail. Maintenant, est-ce qu'il a des chances, M. Trump, de gagner ce prix Nobel? Pas au moment où on se parle. Je pense qu'on pourrait tout simplement envoyer des images de la bande de Gaza pour contribuer à la réflexion du comité de sélection pour le Nobel de la paix, ou encore se tourner du côté de l'Ukraine pour dire, attendez un peu, peut-être qu'on a baissé la barre des critères ou des standards pour nous permettre d'obtenir ça. Mais c'est de bonne guerre, sans faire de jeu de mots déplacés. C'est de bonne guerre que M. Netanyahou fasse ça. Il a très, très bien compris à qui il avait affaire. Et en même temps, chaque fois qu'il pose un geste qui le rend sympathique aux yeux de Donald Trump, ça peut lui permettre aussi de gagner du temps dans des négociations ou encore de se faire, entre guillemets, pardonner le temps que ça lui prend parfois à se ranger aux avis, aux conseils ou encore carrément presque aux ordres que tente de lui donner Donald Trump. Ouais. Et d'un conflit à un autre, parce que Trump avait promis de tout régler ça, là, que ce soit Ouais. entre Israël et le Hamas, entre la Russie et l'Ukraine aussi, là, dans les 24-48 heures après le début de son mandat, tout Ouais. ça aurait dû être réglé. Or, dans le Congrès, c'est pas ce qui se passe. Les États-Unis avaient même annoncé une pause dans leur aide militaire à l'Ukraine. Le Voilà. soutien reprend, là, toutefois. Puis, visiblement, Donald Trump est très, très, très irrité là, à la suite de ses conversations avec Vladimir Poutine. Ça se passe pas exactement comme il souhaite, là. Non, voilà, on nous avait bien expliqué du côté de l'administration Trump, comme si on avait besoin de se faire expliquer cette donnée-là, que c'était un peu une boutade, hein. C'était une figure de style, je vais régler ça en 24 heures. Maintenant, on est 7 mois après le début de cette nouvelle administration Trump, puis on voit très bien à quel point la situation est complexe. Et un peu comme M. Netanyahou, s'associer à Vladimir Poutine ou prétendre travailler, collaborer avec Vladimir Poutine, ce sont là de bonnes intentions, mais c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Et un peu comme M. Netanyahou, M. Poutine se plaît à gagner du temps, à étirer les délais en fonction des opérations qu'il mène sur le terrain. Maintenant, du côté russe, on est en pleine offensive d'été, donc c'est un moment qui est propice pour la Russie pour attaquer. On sait que sur ce terrain, quand on arrive à l'automne, puis encore plus à l'hiver, c'est très, très, très difficile de mener des opérations de terrain, en tout cas de grande envergure. M. Trump disait à Volodymyr Zelensky il y a 2 semaines à peine, attendez un peu, avant de recevoir ces fameux missiles patriotes qui permettent d'assurer votre défense, on va faire un peu l'état de la situation chez nous. Hein? C'est difficile à produire, c'est difficile à obtenir. Donc, il suspend l'aide à l'Ukraine, ce qui avait déculotté bon nombre de partenaires américains parce qu'on ne s'attendait pas à ça. C'est une carte qu'a joué Donald Trump et on n'avait pas vu venir ce coup-là. Maintenant, depuis cette période-là, tu l'as bien souligné, on a discuté avec Vladimir Poutine et là, M. Trump est revenu nous dire Vladimir Poutine, il veut aller jusqu'au bout là-dedans. Il n'a pas l'intention d'arrêter. Il va continuer à tuer des êtres humains. Et le président américain, non seulement a consulté autour de lui à l'interne, mais il a discuté avec d'autres dirigeants aussi. Une des choses que Donald Trump craint en reprenant l'envoi de certaines armes ou en continuant à appuyer l'Ukraine, c'est justement qu'il perde ce statut de négociateur ou de pacificateur. Ça l'embête un peu. Donc, il a proposé des choses à des partenaires, entre autres à l'Allemagne. Et il a dit à l'Allemagne, mais pourquoi vous enverriez pas les patriotes? Donc, ce ne serait pas les Américains qui mettraient directement la main à la pâte. Hein, on ferait diversion, on passerait plutôt par l'Allemagne. Il reste que depuis sa conversation avec le président russe, là, Donald Trump a dit, on revient à la charge. Il faut rappeler que c'est vrai que les Américains aident, ils aident depuis longtemps, mais sous Donald Trump, cette aide-là a changé.
ça a été difficile entre, tout le monde se souvient de la rencontre entre le président Trump, J.D. Vance et Zelensky le jour où il a été humilié littéralement à la Maison-Blanche. Et là, on dit que le dernier appel entre les deux hommes, entre les deux présidents, ben, ça a probablement été le plus fructueux depuis que Donald Trump est revenu à la présidence. Donc, peut-être une bonne nouvelle pour l'Ukraine, une bonne nouvelle pour le président Zelensky, mais encore une fois, la complexité de la donne sur le terrain, les Américains, ça c'est pas nouveau, hein, Alexandre, on faisait ça aussi sous Barack Obama, c'est-à-dire qu'on essaie de, je pense que la formule utilisée par Obama à l'époque, c'était to lead from behind, être en deuxième rangée. Ah, donc, on appuie, on fournit, on soutient, mais c'est quelqu'un d'autre qui fait le travail en première ligne. Là-dessus, ça peut paraître étrange, mais Donald Trump n'est pas si différent de Barack Obama. Sinon, il le fait peut-être plus vite, puis à l'occasion peut-être plus maladroitement. Mais donc, on perçoit bien toute la complexité pour les Américains, ou pour Donald Trump à tout le moins, d'intervenir dans ce dossier-là. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de choses à considérer, mais visiblement, on a senti que pour l'Ukraine, c'était primordial d'être en mesure de lui permettre de se défendre maintenant. Parce que, Luc, Poutine semble intraitable, là. C'est-à-dire qu'il veut rien savoir de céder des terres qui ont été conquises, ne veut rien savoir, par exemple, que l'Ukraine joigne de quelconque façon l'OTAN. Dans ce contexte-là, vois-tu une éventuelle sortie de crise où on va s'embourber dans un conflit qui va s'éterniser et qui est déjà très, très long, là? Faudra voir aussi pendant combien de temps, il semble pas y avoir d'échéancier fixe, pendant combien de temps la Russie peut avoir du soutien direct ou indirect de l'extérieur. Si la Russie est encore à flot, quand je dis à flot, c'est un brin exagéré, mais si économiquement la Russie est pas empêtrée actuellement, c'est qu'on a d'autres partenaires qui, sans financer la guerre ou sans fournir d'armes directement, permettent à la Russie de contourner tout ce qu'on a imposé de mesures économiques à son endroit. Donc, c'est pas idéal du côté russe non plus. On l'a vu souvent pour le recrutement, pour le matériel militaire. On a même vu la Corée du Nord intervenir aux côtés de la Russie. Cette fois-là, ça, c'est une intervention directe sur le terrain. Et chaque fois que Vladimir Poutine peut voir une occasion de faiblesse du côté de l'Ukraine, il va pouvoir ou il va être en mesure d'étirer ce conflit-là. C'est là où le rôle du président Trump est très important. Sous Joe Biden, même si parfois on négociait cette aide, puis derrière des portes closes, on négociait fermement, dans le discours, à tout le moins, l'appui était inconditionnel. La formule utilisée par Biden à l'époque, c'est tant aussi longtemps que les Ukrainiens auront besoin de nous, on va être là. Il n'est pas question qu'on se retire. Donc, quand le partenaire, pas le groupe, parce que l'Union européenne fournit énormément, mais comme pays, les États-Unis étaient le principal soutien de l'Ukraine. Quand ton premier soutien ou ton premier joueur dit je ne suis pas certain, ou encore on gèle l'envoi d'armes comme les armes défensives, les fameux missiles Patriot, ça crée une fenêtre d'ouverture pour Poutine. Puis bien sûr, pour Zelensky, ça doit être un peu désespérant si on se met à sa place et qu'on tente de prévoir minimalement les opérations. Ouais. On a assisté, Luc, au cours des derniers jours à l'implosion de cette amitié assez improbable entre deux milliardaires, le président Trump et Elon Musk. Et là, Musk, en fin de semaine, a confirmé son intention de vouloir lancer un nouveau parti politique, un troisième. On est habitué au système de bipartisan, voilà, si on veut, de deux partis politiques là, aux États-Unis, démocrates et les républicains. Et là, il pourrait s'allier à un autre riche pour fonder ce fameux parti-là. Ouais, moins riche, les poches moins profondes, mais un millionnaire malgré tout. Ça va peut-être, ceux qui, parmi nos auditeurs, auditrices, suivent la politique américaine depuis un certain temps, c'est pas un nouveau nom, c'est Andrew Yang. M. Yang avait tenté sa chance à la présidence au sein du Parti démocrate. Il s'est présenté à la mairie de New York. Dans un cas comme dans l'autre, il n'a pas eu de succès, mais il s'est démarqué à deux reprises comme étant un candidat qui c'était pas un démocrate d'abord, entre guillemets, pur jus. C'est pas quelqu'un qui avait une longue implication, un long historique au sein du Parti démocrate. Et c'est quelqu'un qui proposait des mesures plus originales ou, entre guillemets, out of the box. Hein, on pense en dehors de la boîte. Le prétexte officiel invoqué par les deux hommes, c'est M. Yang a fondé un parti, le Forward Party, donc le parti vers l'avant, hein, continuons, mais faisons ça autrement. C'était le partage d'informations sur ce que ça implique de présenter une nouvelle formation politique.
On en a un petit peu discuté hier. Ce sont de vieilles idées, se fonder un tiers parti. Ce que ça a eu comme effet jusqu'à maintenant, ça a été des effets assez spectaculaires de diviser le vote. Dans certains cas, ça a même permis la victoire d'un parti qui devait être défait, puis on a arraché des votes aux partis qui auraient normalement eu les devants. Ça a permis à d'autres candidats, je pense avant la Première Guerre mondiale, Woodrow Wilson, qui est devenu une figure phare de la Première Guerre mondiale, quand il a été élu la première fois, c'est parce qu'il y a un tiers parti ou un autre candidat qui s'est présenté. Ça avait divisé le vote républicain. Bill Clinton a déjà profité de ça aussi. Donc, il semble qu'il soit en tout cas déterminé, Elon Musk. Mais je te mentionnais hier, Andrew Yang ou pas, association ou pas, c'est toujours intéressant à suivre. Ça correspond à un besoin pour bien des Américains. Mais qu'est-ce que la pente est raide? Surtout si l'objectif d'Elon Musk, c'est de faire ça pour 2028. Dire on met sur pied une nouvelle formation politique, c'est une chose, mais la financer, l'organiser, trouver les bénévoles, puis je répète encore, respecter la loi électorale qui est différente dans les 50 États, les exigences pour cette formation politique, euh, probablement que s'il y a quelqu'un qui peut réussir, c'est quelqu'un comme Elon Musk. Mais ça rend pas le travail moins colossal pour lui, Andrew Yang ou pas. Merci beaucoup, Luc. Au revoir. Une bonne